beaucoup. CMM est collègue de Vivre en Ville, dont la productivité fait envie à l'universitaire que je suis. Donc, chapeau pour vos belles publications. Je vais vous parler aujourd'hui au nom de mon équipe, le GIRBA, du Code Québec. Donc, je vais vous présenter qui nous sommes et je vais vous parler de notre mission, notre approche. Je vais vous parler du contexte de Québec dans ses dimensions socio-spatiales, brièvement. Et je veux surtout vous présenter quelques fruits de notre réflexion, surtout sous l'angle de la conception de projets de requalification qu'on mène à l'École d'architecture pour les banlieues de Québec. Et aussi, je vais le faire sous l'angle de l'aménagement collaboratif sur lequel je vais terminer ma présentation dans quelques minutes à peine. Donc, nous sommes le groupe interdisciplinaire de recherche sur les banlieues. Nous sommes donc un groupe véritablement interdisciplinaire où se côtoient des chercheurs et des étudiants de toutes les disciplines que vous voyez ici, donc de la socio, en passant par l'économie, l'anthropologie, la géomatique, pour nous permettre de porter un regard complet sur ce phénomène très complexe que sont les banlieues et les territoires périurbains. Voici notre territoire d'études à Québec. Donc, vous voyez notre périmètre d'urbanisation. Vous voyez aussi nos couronnes urbaines, suburbaines et rurbaines. Par le urbain, on entend vraiment la rencontre entre le bâti et la campagne, la ville et la campagne. Québec, même si on est peu d'habitants et qu'on est 5 fois moins densément peuplé que Montréal, bien, on occupe un plus grand territoire que la ville de Montréal. Et la CMQ est un territoire qui occupe près de 75% de celui de la CMM avec une population bien moins dense. Voici aussi d'autres territoires sur lesquels on se penche, que vous connaissez bien, ces territoires périurbains, les territoires de l'étalement. Mais on travaille aussi, évidemment, sur les banlieues de première couronne qui sont caractérisées par ces bâtiments et ces formes résidentielles dont les collègues tout à l'heure ont parlé, donc sur lesquels je ne m'étendrai pas plus non plus que sur les défis qui attendent la transformation, qui sous-tendent ou qui demandent qu'on se penche sur la rénovation, le retrofit de ces environnements bâtis. Je vais plutôt vous parler de notre mission universitaire et d'enseignement au GIRBA. D'abord, c'est de comprendre les milieux périurbains et de banlieue. Ça nous apparaît essentiel pour saisir qui s'y installe, pourquoi ils s'y installent, pourquoi ils les choisissent, dans l'idée que proposer des modèles d'habitat durable va demander, et même plus centraux, va devoir miser sur les affects de ces populations-là, mais aussi sur les attraits des banlieues qu'ils occupent. L'autre mission qu'on se donne, c'est de concevoir. Donc, cette connaissance solide des milieux, on pense, éclaire des propositions très concrètes d'aménagement et d'architecture. Et nos projets de banlieues consolidées, de banlieues requalifiées, de banlieues rénovées, on pense aussi que c'est des sources, ça aussi, de connaissances et en même temps que d'évaluation des potentiels de transformation des banlieues. Et finalement, notre troisième mission, c'est d'agir. Donc, l'action, pour nous, s'articule autour de processus participatifs d'aménagement qui visent la concertation. Pas juste l'information, mais bien et la concertation. Elle implique de nombreux partenaires qui sont les acteurs réels de la planification sur le territoire de la CMQ et qui, on espère, profitent des stratégies concrètes d'aide à la décision dans différents domaines d'intervention qu'on leur soumet et qu'ils font avec nous aussi. Donc, voici un peu en schéma notre approche qu'on peaufine depuis les 15 dernières années. Donc, ça fait, nous, 15 ans qu'on s'intéresse aux banlieues de première couronne et aux périurbains, avec une approche, je pense, qui est originale. Originale dans le sens où elle croise la recherche fondamentale, la recherche-création et la recherche-action. Par recherche fondamentale, j'entends les connaissances à produire sur le monde qui habite les banlieues, leur profil démographique, sociologique, leur représentation, leurs pratiques, mais aussi la morphologie du bâti et des formes des paysages, les projets de design urbain, de design architectural et ces processus participatifs qui orientent l'aide à la décision et font sortir la recherche, les données, les projets à l'extérieur de l'université pour les faire atterrir dans les milieux de pratique. Donc, le milieu de Québec, le contexte de Québec, celui que je connais le mieux, j'espère. Je ne suis pas une démographe, là, je vous avertis tout de suite, mes données, je vous les confie de manière très, très modeste, mais en gros, et peut-être un peu caricaturale, mais en gros,
À Québec, on subit, ou en tout cas, on faut composer avec un vieillissement social important d'une part, mais surtout avec un ralentissement de la croissance qui est important et qui est à prévoir pour 2031 vers une stabilité, voire même une décroissance annoncée, ce qui est bien différent de différents milieux dont on a entendu parler aujourd'hui en Amérique du Nord et même dans certains secteurs de Montréal. Vieillissement social, tout pointe vers cette affirmation de ce processus de vieillissement-là. Si en 2006, les jeunes étaient plus nombreux que les aînés, bien en 2031, ce nombre d'aînés-là va doubler. Donc, juste pour vous montrer, les 65 ans et plus dans le secteur de Québec représenteront à peu près un quart de la population en 2021 et ça va grimper jusqu'à 30 % de la population en 2031, ce qui induit des prises de position sur la transformation de ces banlieues-là en fonction de cette population, ce segment en croissance. Tout pointe aussi vers des ménages, des constitutions de ménages qui varient, qui sont beaucoup plus diversifiées. On en a entendu parler ce matin avec des passés résidentiels, des aspirations résidentielles et des pratiques, entre autres des pratiques de mobilité qui sont toutes très différentes, mais les ménages donc sont évidemment plus âgés et les ménages seront aussi plus petits, donc avec une augmentation marquée des ménages d'une personne et des ménages aussi qui vont être tant au centre, mais il va y avoir des ménages plus petits et vieillissants, évidemment dans les vieilles banlieues en transformation et à transformer. Bref, si en 2031 s'annonce cette stabilisation de la croissance, voire même ce déclin, bien, ça veut dire que le gros de la croissance qu'on connaît à Québec, il y a un petit boom démographique qu'on connaît dans ces dernières années, ce gros de cette croissance-là va se matérialiser dans les 10 prochaines années, ce qui, en aménagement, signifie que ça va se faire demain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va implanter ces nouveaux logements dont on aura besoin? Environ 40 000 pour les nouveaux ménages. Sur quel type résidentiel choisira-t-on? Quelle densité? Et voir quel projet de ville on va mobiliser pour les accueillir. C'est un peu là-dessus qu'on travaille dans notre équipe, en même temps qu'on se penche sur les enjeux sur lesquels je ne reviendrai pas, là, mais de vieillissement urbain et d'inadéquation entre les formes bâties de ces milieux-là avec les pratiques d'accessibilité, de mobilité, sans parler des enjeux climatiques qui nous attendent tous. Donc, je n'y reviens pas, ça a déjà été couvert aujourd'hui. Maintenant, dans notre volet « Comprendre ce qui se passe dans les banlieues », on fait beaucoup de travaux, là aussi que je ne pourrais juste pas définir en détail, où on se penche évidemment sur la transformation démographique dans le transversal. On est parti des données de recensement de 1996 jusqu'à aujourd'hui et qu'on publie assez régulièrement. On se penche beaucoup sur les pratiques de mobilité quotidienne. David faisait beaucoup allusion aux modes de transport qui induisent l'étalement et inversement, l'étalement qui induit des modes de transport très dépendants de la voiture, mais il y a aussi les pratiques de mobilité qui nous intéressent beaucoup et qui sont très complexes. Pensez seulement à l'adéquation entre les choix résidentiels que les gens font en banlieue et les choix d'écoles secondaires, par exemple, où souvent les logiques ne sont pas nécessairement celles de la proximité de la maison pour trouver des écoles où nos jeunes pourraient marcher, mais plutôt en fonction des programmes que ces écoles-là offrent. Et pensez aussi aux implications de complexité de patrons de mobilité que ça induit dans la ville étalée. Est-ce que c'est une question d'aménagement à proprement parler? Probablement, mais c'est aussi une question de politique sociale à laquelle aussi il faut penser quand on pensera à la rénovation de nos banlieues. Donc, tout ce qui est représentation, signification et usage de l'espace nous interpelle énormément parce que si des mesures incitatives qui visent à attirer les ménages plus près des quartiers centraux sont à mettre de l'avant pour freiner les formes d'étalement, il va falloir qu'on les fonde sur cette compréhension fine des représentations spatiales des ménages. Par exemple, nous, on a appris que les périurbains, ce n'est pas d'anciens urbains qui souhaitent venir en ville. Alors, ils ne veulent pas habiter en ville pour la plupart. Ils ne veulent pas devenir des urbains. Leur représentation de la ville aussi idéalise jusqu'à un certain point la campagne et ont des représentations souvent négatives de la ville. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on veut transformer les environnements? Et dans les banlieues de première couronne, on l'a dit aussi ce matin, les résidents veulent souvent vieillir chez eux. Donc, encore une fois, comment accepter et accueillir ces personnes-là dans la durée, dans des milieux qu'il faut transformer pour ces nouveaux besoins émergents.
On fait aussi de la recherche fondamentale en morphologie architecturale et urbaine. Donc, on essaie de comprendre les structures architecturales et constructives des types portants des banlieues de première couronne, en l'occurrence, donc les bungalows, mais aussi les walk-up. C'est étonnant comme il y a peu d'études pour comprendre comment ces environnements-là sont construits et aménagés dans la ville. Donc, si on veut les transformer, encore faut-il savoir comment ils sont constitués. Et tout ça, encore une fois, ce n'est que caricatural ce que je vous aborde ici, mais c'est consigné dans nos bouquins qui font la somme de cette recherche fondamentale-là à tous les 5 ans, notre dernier ouvrage étant celui sur la banlieue cétale sur les territoires plus périurbains. En termes de conception, cette mission de concevoir, il faut d'abord que je vous dise qu'on travaille à l'école d'architecture dans une école professionnelle. Donc, on forme, oui, des chercheurs, mais aussi des architectes, des designers urbains, et on les associe fortement avec nos activités de recherche fondamentale. Donc, l'atelier de design urbain ou le laboratoire de design urbain est nourri directement par les données de la recherche, en même temps que des réflexions en cours des acteurs de la planification à Québec et ensemble sur des enjeux stratégiques de transformation. En l'occurrence, dernièrement, nous, on pense beaucoup à l'adaptation des banlieues, mais au changement climatique. Ça nourrit un processus de travail qui est très collaboratif à même l'école d'architecture et qui sert aussi à préparer des processus participatifs d'aménagement de plus longue haleine. On en prépare un, en l'occurrence, pour la communauté métropolitaine en 2014 qui s'en vient. Donc, on ne fait pas du travail en tour d'ivoire à l'université. On fait vraiment du travail en décloisonnement entre les disciplines, mais aussi vers les acteurs décisionnels de la ville. Pour vous donner encore une idée, voici une vue très typique de ce qui se passe dans un atelier où on fait intervenir en comité aviseur une brochette assez impressionnante d'intervenants de tous les domaines de la pratique et de la décision à Québec, que ce soit les réseaux de transport collectif, la Ville de Québec, des représentants des ministères, Vivre en ville, la communauté métropolitaine, des chercheurs aussi sur les ambiances physiques en l'occurrence, mais aussi des promoteurs de la construction. Donc, on essaie de sortir des barricades sectorielles pour se pencher ensemble à l'école d'architecture sur des problèmes, des enjeux de transformation de banlieues ou de secteurs périurbains. Et l'atelier, donc, l'atelier de design urbain, c'est un véritable incubateur où on forme les aménagistes de demain, ceux qui vont être assis à côté de vous autres dans 5-6 ans et qui sont maintenant, on le pense, convaincus de la nécessité de bien saisir ce qui se passe au plan de la recherche, des données rigoureuses sur les milieux, mais aussi sur la nécessité de se concerter pour décider et aménager en fonction d'enjeux collectifs d'importance. Et pour activer la délibération, on teste dans l'atelier plein d'outils. On fait du bricolage méthodologique qui fait appel à toutes sortes de manières d'analyser, de se projeter aussi vers des scénarios de transformation. On fait même de la vidéo pour vulgariser certains phénomènes ou des pratiques qui sont difficilement lisibles en dessin. Et on apprend aussi aux étudiants à communiquer leurs idées, à vulgariser pour qu'ils deviennent, après ça, des agents de transformation et de mobilisation au sein de la société. On publie des recueils de projets, on publie beaucoup dans les revues professionnelles et on fait d'innombrables recueils de précédents aussi et de rapports pour le compte de différents organismes comme le MTQ, entre autres. Maintenant, je vais vous montrer très brièvement, je vais faire ça vite aussi un peu caricaturalement, des projets de requalification qu'on a menés à l'école d'architecture sous 4 grands thèmes qui vont croiser un peu ce dont on a parlé ce matin, ce dont David a parlé. Un des grands thèmes qui sous-tend notre travail, c'est celui de concevoir des habitats qui répondent aux besoins et pratiques émergents. Nous, ça fait des années qu'on se penche sur la question du logement supplémentaire. Vous allez rire, là, mais il y a juste 12 ans, moi, quand j'ai commencé à enseigner, il était interdit de transformer son bungalow à Charlesbourg pour y ajouter un logement annexe ou pour y avoir un commerce d'appoint. Donc, on a fait beaucoup de travail en collaboration avec la Ville de Québec pour changer le cadre réglementaire, à travers aussi une forte résistance citoyenne de laquelle on est venu à bout en développant des outils de vidéo en simulation réelle de transformation pour leur prouver que cette densification douce-là pouvait apporter une plus-value à leur environnement. On a fait aussi beaucoup de tests d'ajout dans les paramètres réglementaires qui étaient possibles et ça a permis de les transformer, de les modifier graduellement.
On a aussi beaucoup travaillé sur les immeubles walk-up dans les secteurs de banlieue de première couronne. On les a cartographiés, on s'est aperçu qu'il y en avait un Moses de paquets. En fait, ça comprenait 80% de tout l'habitat multifamilial à Québec. Là, les walk-up, vous savez de quoi je parle, c'est le 4 étages en bois couvert de briques, dans des grands secteurs de stationnement bien souvent. Ce parc de logements-là à Québec est relativement désuet, voire obsolescent. La qualité des logements est assez piètre aussi, les qualités acoustiques, entre autres. On a fait beaucoup d'entrevues avec les locataires de ces environnements-là pour le prouver. Et ça nous a amené à faire des pistes de rénovation de ces ensembles de walk-up-là où on pouvait, qui sont monstres à bien des égards, et où on pouvait faire des stratégies d'acupuncture ou de densification douce en intégrant d'autres types de logements, des maisons en rangée, par exemple, ou des petits immeubles interstitiels en béton avec ascenseur qui pourraient mieux servir les besoins d'une population plus âgée qui voudrait rester dans ce même quartier, par exemple. En ajoutant aussi, évidemment, des espaces verts, de meilleures façons de traverser, de se connecter avec les tissus existants et des services. D'autres exemples que vous voyez ici à Charlesbourg, ce que vous voyez en blanc, c'est de l'ajout par rapport au tissu qui est en gris de walk-up, avec des formules même de petites maisonnettes en fond de l'eau à la place du stationnement du walk-up. Tout ça dans l'idée d'avoir une diversité typologique qui rendrait le milieu résilient pour les besoins émergents dont je vous parlais tout à l'heure. On a fait une grande enquête récemment, une enquête en ligne qui s'intitulait « Demain Québec », auprès de 3000 ménages ou à peu près de la CMQ. Et on a tiré beaucoup de leçons de ça, surtout auprès de ce groupe qui disait vouloir déménager d'ici 5 ans, donc demain jusqu'à un certain point. Et on a donc tiré des leçons auprès de 2500 ménages qui nous ont appris différentes choses dans lesquelles, encore une fois, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, mais surtout en termes de désir résidentiel, j'oublie toujours le terme voyons, vous savez ce que je veux dire, le désir résidentiel. Où est-ce que vous voulez habiter d'ici 5 ans? Je vais le dire comme ça. Et on a pu associer des formes bâties et des densités et faire des portraits de logements désirés par rapport aux endroits où ces gens-là voudraient aussi habiter pour arriver à identifier 4 types de futurs résidents à Québec, de formes qui voudraient habiter des formes de banlieue moins denses jusqu'à celles qu'on a appelées des formes de villes plus denses ou plus effervescentes. Puis notez au centre comment la ville à 3 paliers, la ville sur 3 étages, la ville des triplex de Limoilou, par exemple, était une forme assez consensuelle au sein de cet échantillon-là. On a aussi croisé ça avec les valeurs et les styles de vie associés aux pratiques des résidents potentiels. Par exemple, on leur a posé des questions sur leur utilisation de la voiture. Est-ce que, par exemple, pourriez-vous vivre sans voiture? Est-ce qu'acheter une maison, c'est le meilleur investissement pour vous? Est-ce que vous êtes une personne plus de ville ou de campagne? Est-ce que vous aimez l'effervescence de la ville? Donc, ça nous a permis, encore une fois, de croiser désir résidentiel, désir de localisation et valeurs pour nous faire situer plus précisément où pourrait se développer, se consolider un parc résidentiel à la mesure des besoins émis par les gens qu'on a sondés. Et donc, ce genre de données-là est très utile dans la confection de projets comme celui que je vais vous montrer dans le secteur de Beauport, au nord de Québec, où on était à proximité, mais en respect de terres agricoles, où il y a des pressions fortes de dézonage et de transformation, et où il y a aussi des écosystèmes liés à des rivières qui sont enfouis sous les mares de stationnement d'un centre commercial typique de banlieue que vous voyez là, les promenades de Beauport, et où on s'est questionné sur des manières de retisser, de refaire de la ville des tissus de banlieue où on pourrait arrimer des souhaits de typologie de plus faible densité, donc de la maison en rangée, avec des immeubles collectifs de 3 ou 4 étages, tout en faisant des espaces publics de rue, partagés autant que possible et où il y aurait possibilité de faire de la collecte d'eau de ruissellement et en faire des milieux partageables et marchables sans problème.
Puis on se posait aussi beaucoup de questions sur le type d'espace public à faire dans ces environnements-là, nous disant bien que copier-coller des espaces, des places publiques de ville, de centre-ville, ne convient pas. Donc, comment faire des milieux où il y a une connivence forte avec les espaces productifs de la ville, comment le faire à proximité de réseaux de transport collectif structurants, et aussi comment faire de ces environnements-là des milieux soutenables aussi en hiver où les espaces publics pourraient se transformer au gré des saisons tout en respectant les écosystèmes du lieu. Construire la ville sur la ville, c'est un thème dont a parlé David. On l'a fait à plusieurs niveaux, à plusieurs échelles. À Lévis, entre autres à la tête des ponts, dans cette ville des fragments que vous connaissez. Donc, on travaille aussi à l'échelle de nouvelles propositions de transport collectif pour boucler les réseaux en place autant que possible. On le fait dans des environnements où on démontre à ceux qui viennent travailler avec nous à l'école les possibilités de combler plusieurs vides, ceux des cours d'école, des centres commerciaux, des grands terrains de jeu, avant qu'ils s'en aillent développés vers des terres toujours plus éloignées. La consolidation de noyaux villageois aussi, dont a parlé David, on y pense aussi en revoyant la nature et le rôle des espaces publics, donc la transformation des stationnements à proximité des églises en nouveaux types d'espaces publics résilients et qui se transforment. La transformation des friches autoroutières et des autoroutes pour en faire des environnements qui se traversent mieux. Je passe très vite parce que ça a été déjà couvert par d'autres conférenciers. Même chose pour ces friches hydroélectriques qui font barrière dans plusieurs de nos environnements et qui peuvent, avec des interventions assez légères, transformer les milieux. On veut aussi, autant que possible, fabriquer des villes en santé, donc orientées fortement sur les transports collectifs et actifs. Ça nous a amené à faire des analyses morphologiques très fines sur des secteurs scolaires, entre autres, pour arriver à en déduire des indices de marchabilité en déterminant le nombre d'intersections, le nombre de mètres linéaires de trottoirs et compagnie. Et pour nous indiquer des meilleures façons plus rigoureuses de faire des espaces publics où l'intermodalité serait possible à des endroits stratégiques. Donc, tous ces lieux d'intermodalité, on les a testés dans des environnements souvent insoupçonnés, à la frontière de friches autoroutières, mais qui permettent aussi de faire des ponts en y ajoutant les aménités dont parlait le collègue tout à l'heure, qui permettent de meilleures transitions et reconnexions entre les tissus existants. Dans les secteurs plus vieillissants, comme ceux au nord de Limoilou, à proximité du Colisée, l'ajout de nouvelles aménités, la densification douce des secteurs, une meilleure perméabilité renforce le milieu, évidemment, en se tenant compte des réseaux de transport collectifs en place. Et le dernier thème, celui des milieux résilients, qui sont résilients, entre autres, au changement climatique, nous intéresse beaucoup. Avec beaucoup de données de la recherche, avec des groupes de recherche spécialisés dans le domaine, on est en train de travailler à transformer ces données-là, souvent un peu hermétiques, vers des principes de design urbain très illustrés et vers des fiches explicatives qui vont pouvoir être utilisées par les milieux de pratique. On fait des tests dans des environnements comme ceux-là, dont on a parlé encore une fois ce matin, de centres commerciaux qui sont des îlots de chaleur épouvantables dans la ville et qui, avec une transformation assez drastique, nous permet aussi de faire revivre une rivière urbaine, une rivière qui était soudainement enfouie avec de la diversification résidentielle, des nouveaux commerces de proximité, un pôle d'emploi plus resserré permet de transformer ce type d'environnement en espace public où même l'écosystème humide peut cohabiter agréablement avec le milieu résidentiel. On n'a pas beaucoup parlé d'hiver aujourd'hui, mais nous, c'est une préoccupation qu'on a beaucoup, la résilience bioclimatique des environnements de banlieue en toute saison, et on s'y penche particulièrement. Évidemment, on applique tous les principes autant que possible et on les matérialise de filtration et des milieux humides, excusez-moi, longue semaine, et qu'on tente de scénariser dans des hypothèses de réaménagement de milieux à différentes échelles, que ce soit celle des grandes parcelles agricoles, entre autres, jusqu'à celui de la rue. Je prends 5 minutes que je n'ai pas, mais que j'emprunte quand même pour vous parler de nos processus participatifs d'aménagement. On en a fait 2 grands en 2003 et en 2006 avec une assez grande quantité d'acteurs de Québec impliqués à différentes étapes.
Un pour réfléchir à l'avenir des banlieues de première couronne, un autre pour réfléchir à la réalisation d'un nouveau quartier sur le campus. On est en train d'en préparer un autre pour 2014 qui va porter sur le territoire de la CMQ au complet. Oui, on est un peu ambitieux, mais fort de notre enquête en ligne auprès des 3300 ménages et aussi fort de ces nouveaux outils dont on a encore une fois parlé ce matin de concertation à distance. Nous aussi, on commence à tester le crowdsourcing. On a testé un outil qui s'appelle CrowdBright pour que les gens qui ne peuvent pas se rendre dans des environnements de délibération en personne puissent commenter des hypothèses de réaménagement au moyen de post-it virtuels. Et nous, ça nous permet de valider au gré de nos processus participatifs des idées à mesure qu'elles prennent forme. Donc, nous, en termes de participation, on croit à quelque chose qui va au-delà de l'information et de la consultation vers la construction de consensus, donc vers la concertation véritable. Et pour ce faire, on tente d'inviter, de croiser les savoirs de différents détenteurs, que ce soit les connaissances scientifiques que détiennent les universitaires, que ce soit les connaissances et les compétences techniques que détiennent les fonctionnaires, par exemple, les rationalités ou les connaissances et les compétences éthiques que détiennent les élus et la population, et les connaissances esthétiques que détiennent aussi la population et les artistes, entre autres. Ce qu'on pense, c'est qu'en les mettant autour d'une même table, on arrive à avoir un savoir, des connaissances, des compétences qui vont au-delà du travail en silo auquel on référait aussi ce matin. Donc, je termine en vous disant qu'on a appris plein de choses à force de projets de réaménagement et de processus participatifs. Par ce biais-là, on pense qu'on a généré des nouvelles connaissances sur Québec et des nouvelles visions et orientations d'aménagement dont s'approprient les acteurs. On a testé un paquet d'outils de concertation innovants, incluant les nouvelles technologies de l'information, et on contribue aussi à construire des réseaux de planification et même de l'empowerment auprès de certains groupes qui ne sont pas négligeables. Mais je vous laisse sur 4 idées qui nous viennent en tête comme leçons qui pourraient aider à la prise de conscience ou la matérialisation des projets de rénovation urbaine, de requalification des banlieues. Il faut réaliser ces processus participatifs-là en les orientant sur la concertation, pas juste sur l'information et la consultation. Et ça prend pour ça des données rigoureuses qui viennent de la science. Il y a cette intersubjectivité dont je vous parlais aussi, le croisement des savoirs et des expertises. Selon nous, ça contribue à faire s'estomper les relations de pouvoir dans le processus d'appropriation des solutions et la mobilisation. Et le milieu universitaire, on fait ce qu'on peut, on est des orchestrateurs relativement neutres de ces processus-là, mais on ne peut pas tout faire. On s'aperçoit que les agendas des politiques sont souvent extrêmement pressés. Et nous, on pense que la concertation, ça prend et ça mérite du temps. Donc, food for thought. Et aussi l'opportunité d'associer des projets de consolidation ou de requalification à de véritables processus participatifs qui impliquent les citoyens. C'est pas facile, il faut le faire quand il n'y a pas de conflit, non pas en réaction, mais en proaction. Donc, je vous encourage tous, aménagistes autour de la table et élus, à le faire en amont des décisions qu'on a à prendre pour transformer nos banlieues. Voilà.